C'est formidable d'entrer et de vous voir là. D'imaginer le désir qui vous a fait quitter vos maisons pour venir jusque-là. C'est vrai, vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté vos murs rassurants. Vous avez traversé la ville un vendredi soir. Ah. Tout ça pour venir vous asseoir les uns contre les autres, resserrer vos espaces, partager, entre autres, vos odeurs, vos étrangetés, emplis de cette certitude précieuse que nous avons encore à vivre ensemble, nous, les terriens. Vous avez quitté vos maisons pour très peu de place, environ 1000 cm² de territoire. C'est une norme, c'est moyen ça. À peine plus qu'une poule pondeuse de batterie à Pougny-Risson qui en a environ 650 cm². Donc vous avez pris un risque quasi exotique, en bas comme en haut. Quand je dis que vous avez pris des risques, peut-être pas tous et toutes. Pour certains d'entre vous, nomades dans leur tête, dans leur corps, ceux-là sont prêts à toutes les aventures. Ils sont là vraiment pour découvrir, sans savoir à quoi s'attendre. Mais pour les autres, plus sédentaires, ceux-là ont besoin d'être rassurés. Ceux-là sont peut-être abonnés. Ceux-là ont peut-être d'ailleurs toujours la même place, comme avant les bancs d'église. C'est mieux, c'est plus rassurant de revenir dans son espace à soi. Ce qui serait mieux d'ailleurs, ça serait de pouvoir personnaliser son espace. On pourrait demander ça à monsieur le directeur, monsieur Ariel, pendant qu'il est là. On pourrait lui demander de faire une petite pochette où on mettrait le programme à ne pas oublier, par exemple le spectacle de Hourdin et Château. Il ne reste plus que demain soir, hein. Vous êtes qui est un spectacle magnifique, veillons et armons-nous en pensée, jubilatoire. Et vous pourriez mettre votre portable éteint dedans, ça permet de ne pas l'oublier. Parce que comme nous, on a vécu un moment formidable la semaine passée, car nous sommes très technologiques. Je suppose que parmi vous, certains sont très technologiques. Hein? Et je vois une tête réjouie là-haut qui doit effectivement être technologique. En fait, nous avons vécu la sortie de l'iPhone en direct. Mais un monsieur qui l'a eu avant tout le monde. Et c'était formidable, parce qu'il était vraiment... On voyait sa joie, ça transpirait, ça illuminait la salle, mais il ne savait pas s'en servir. Donc ça a sonné pendant toute la soirée. C'était formidable. Mais donc, imaginez qu'après avoir personnalisé votre emplacement, vous arriviez et ayez quelqu'un d'autre. Par exemple, ce monsieur barbu, à ma place. Excusez-moi, monsieur, vous vous êtes trompé. Mais en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout ça. C'est ça va pas la tête, c'est chez moi. On serait prêt à se battre, non? Pour son territoire. Vous pourriez être très radical, comme faisait par exemple c'était un homme qui s'appelait Camille Truteau, un simplet de mon village. Il était reconnaissable entre tous, il avait un couvre-lit rouge sur la tête et des chaussures beaucoup trop grandes pour lui, parce qu'il arpentait le pays. Donc il avait besoin de multiples chaussures. Il était à la manière d'un Romanichel, un aborigène local. Vous savez, les aborigènes, ces peuplades qui passent leur vie sur les chemins à raconter la légende des pistes. Ils disent que quand on arrête de raconter le monde disparaît. On ne sait rien de l'utilité d'un humain. Et tous les matins, Camille Truteau, il allait s'asseoir à la même chaise, première chaise à droite en entrant, pour boire son petit café chez Monique, au café. Un petit café, Monique? Il était abonné. Et ce matin-là, il y avait une famille d'Anglais. L'anglais n'est pas fiable. La femme était assise sur sa chaise, à lui, la première chaise à droite en entrant. Il rentre à son tour, va s'asseoir directement sur sa chaise. Les genoux de l'anglaise, il ne connaît pas. Un petit café, Monique? Je suis venu chez vous et j'ai pris les meilleures terres, le territoire le plus large.
avec vue sur les terriens en plus. Vous aussi, vous êtes là pour sentir quelque chose qui frémit, pour voir. Ça paraît normal de voir. Mais quand on a été aveugle avant, alors ça devient formidable. Et moi, j'étais aveugle. Il a fallu qu'on m'ouvre les yeux, que je sois étoumzi, ébloui par la lumière. Son tortola, ça peut de ma, te qui peut faire rien, faut qu'il court, faut qu'il court. Bobby dos au mur, avec son sac, devant lui Aaron, son ami, habillé en chasseur, comme tous les autres hommes, femmes, qui sourit. Qui sourit. Bobby, quand nous t'aurons rattrapé, ton cœur et le dessus de tes épaules seront pour Joseph, le président. Ton sexe ira à la doyenne. Et pour tes restes, ils nous réuniront autour d'un magnifique civet, comme celui que nous avons partagé hier au soir. Nous t'aimons, sache-le. Tu es notre élu. Nous n'aurions pu faire cela avec n'importe qui. Il fallait pouvoir te confier nos secrets, nos angoisses, pour nous purifier à nouveau. Il est temps d'y aller. Nous t'aimons. C'est important de manger ce qu'on aime. Bobby part comme une fusée, escalade le mur, descend de l'autre côté. Il court, il court, il court dans la forêt sombre. Ses gros signes le visage, tombe, se relève, son gros cœur cogne, son gros cœur infirme. Il ne pleure pas. Il ne pleure jamais. Il s'enfonce dans les taillis de plus en plus touffus, dans la forêt de plus en plus obscure. La forêt est déserte, pas un animal, comme si toutes les bêtes avaient déjà été décimées par les chasseurs. C'est moi le culard! C'est moi le culard! Ils vont me rattraper, ils vont me manger! C'est moi le culard! Ils vont me rattraper! Ils vont me manger! Ce cauchemar-là, j'ai mis des années avant de le comprendre. Nous l'avions vécu tous les deux, Bobby et moi. Mais chacun de notre côté, comme des morceaux épars. À ce moment-là, nous étions déjà séparés, dissociés. C'est difficile de rester un toute une vie. La tendance est plutôt au divorce généralisé de soi-même. J'ai quitté Bobby quand j'ai cru devenir grand. À ce moment-là, je me suis aveuglé. Après, je l'ai cru mort. Mais il ne peut pas mourir, lui. Il connaît l'endroit, la longitude et la latitude exacte où chacun d'entre nous est invincible, le chaudron d'où chacun peut renaître. J'ai 5 ans. Je suis l'aîné, j'ai 5 frères et sœurs. Il n'y a plus de place pour moi. Ma mère n'arrête pas.
Pas le temps pour me serrer dans ses bras. Pas le temps pour me consoler quand je pleure. J'ai plus de mère. Je préfère être dehors. Il y a mon père sur son Massey Ferguson rouge qui laboure. Il y a des mouettes qui se posent sur les lèches de terre. Moi, je ramasse des hachés, des vers de terre, avec mon pépé Fayel. Mon pépé Fayel, il traite les taupes. Il met de la poison sur les hachés. Et moi, je ramasse les hachés dans une boîte de conserve toute rouillée. Et mon pépé Fayel, il me dit... Méfite! On a des serpents qui dorment sous la terre en hiver. Si te réveilles un serpent qui dort, le schmert courir après. Et un serpent, quand on court sur un sillon, on court plus vite qu'un cheval au galop. Et il s'en va, il me laisse tout seul. Je suis déjà pas rassuré. Et au bout du champ, je vois un cercle de flammes, avec au mi-temps un serpent dressé, avec son fisson, de même. Je voudrais me sauver, mais j'arrive pas à bouger. Je suis trop petit. Il n'y a personne pour m'aider, je peux rien faire. Je suis tout seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix déjà familière et que j'ai vu le visage de celui que j'allais appeler Bobby. Depuis toujours, je sentais une présence. Quelqu'un m'observait. Et ça résonnait avec mes entrailles. Parfois, je pouvais sentir son souffle qui buffait dans ma nuque. Et là, il est là devant moi, sorti de nulle part comme une légende qui prend la terre. Il a le même âge que moi, forcément. Il sourit un peu ébobé, beaucoup plus naïf que moi, mais beaucoup plus fort que moi. Moi, je rêve de me sauver de la serpente, mais lui, il le fait. Oh, t'es rien? T'as vu te sauver de la serpente? Ah, regarde! Et il prend son bâton, il le passe par-dessus les flammes. Serpent, serpent, sort de chauffu, ou bedon te sera perdu. Si les cabouni, les cabouni, les cabounia, ploum choum, bambina. Si les cabouni, les cabouni, les cabounia, Rafia Mustapha. Et le serpent s'enroule sur le bâton, Bobby garoche le serpent, tombe sur la terre. Le serpent, il revient vers lui, il enfonce son fisson dans son oreille. Moi, je crie. Lui, il sourit. Il entend parler la serpente. Il prend la bête, il la hisse au-dessus de sa tête. Et il rit à gorge déployée. Et à partir de ce moment-là, Bobby, il entend parler les animaux. Et moi, à partir de ce moment-là, j'entends parler Bobby. Salut, Bobby. Salut, Terrien. Après ça, nous sommes inséparables, indissociables. Des jours entiers à jouer dans la paille, dans la stabulation libre. Parce que Bobby il joue tout le temps. Il joue. Il est fort, hein? Il est beaucoup plus fort que moi. Il fait tout ce que je ne sais pas faire. Avec lui, tout devient possible. Moi, je rêve de faire les choses et lui, il les fait. Et j'ai jamais parlé à personne de Bobby. Bon, à Lourdes, la Vierge, elle parlait au berger en patois. Moi, pareil. C'était la seule langue que je comprenais. Et quand plus tard, pour moi, le patois était lourd à porter, lui, il m'aidait, il m'accotait. Ma langue maternelle était comme une planète dans sa poche, légère. Il est mes rêves et mes victoires d'enfance. Et moi, je lui ai donné un toi et un nous. Les vieux, vous m'aurez pas, j'ai un tailleur qu'à Porsche, il perce avec
Venez, le canyon d'Athénée! Mais à prier dans mon champ de camarade, il est le plus fort! Il doit élève de ciao, il mangera hier, pas rien qui touchera à ma mère! Ma petite sœur est dans les pommes, avec un morceau de pur dans la goule, il mourrait, il sera un martyr, un géant de Vendée! Ah, oh là là, toute une garouette! Les chevaux au grand galop, les chars de Mayence envoyés, armée immense qui mourent! Ah! Terrien, il joue dans son chêne caborne, dans son chêne creux. Il se bat contre les colonnes infernales qui sont entre les Bleus, les Républicains, qui sont en train de se battre contre les Vendéens. Alors forcément, lui, il est du côté des bons, des Vendéens. Et là, il pleure parce qu'il va être submergé, parce que les autres, ils sont tellement nombreux. Et puis là, à ce moment-là, heureusement, il y a Bobby qui arrive. Il dit, s'il y en a un qui s'approche, je le perce avec ma faux, je lui fais exploser la boîte crânienne. Et il sauve tout le monde, il sauve le village, il sauve sa famille, et il meurt à la fin. Ah! Parce que Bobby, dans ses jeux, il sauve le monde et il meurt à la fin. Et des fois, dans ses jeux, quand il n'arrive pas à sauver le monde, il crie. Il se met en colère, mais il pleure jamais. Comme ça, il n'a pas besoin d'être consolé. Et la mère à Bobby, elle voudrait bien des fois le consoler, mais comme il pleure pas, elle peut pas le consoler, alors elle le dit des fois. Elle sait pas comment faire la mère à Bobby pour le consoler, Bobby. Elle le dit des fois. Il sait pas comment faire pour le consoler, Bobby, parce que Bobby pleure jamais. Qu'elle dit? Ah, regarde, Bobby. C'est ta maison. Avec le crucifix sur la cheminaille. Et on entend la comptine. Fais d'ordo, ma guenette, fais d'ordo. Et on voit ta mère, Bobby. C'est ta mère rien que pour toi. Puis toi, le petit papeau, t'es au sein. Et t'as de la chance parce que ta mère, elle a des gros seins pleins de lait. Ils sont tout armeillés. Ils sont tellement gros de lait que ça dégouline partout du lait. Et il y en a tellement du lait que ça fait des rigoles et que ça coule jusqu'à les cremeuses où avec le surplus, on fait la tome de Vendée. Wow. Et ta mère, elle a du temps pour toi, Bobby. Elle a tellement de temps pour toi. Elle a l'air tellement heureuse de ça, d'avoir du temps pour toi, Bobby. Tellement. Et la mémé blanche, sur le prie-Dieu, en train de remercier le petit Jésus pour cet enfant miraculeux que personne n'attendait plus dans la famille, vu que le père était stérile. Remarquez, elle s'y connaît en enfant miraculeux, la mémé blanche, vu qu'elle-même, elle est née 7 ans après la mort de son père. Ah, regarde, Bobby, c'est ta maison à toi, avec le bon Dieu, derrière les brassées de buis, caché derrière les crucifix. Il est tellement présent au rez-de-chaussée que le paradis commence au grenier. C'est le paradis des enfants qui nagent dans le blé et qui apprennent à voler avec les autres oiseaux. Dans le jardin de Mélanie, il y a des oiseaux qui dansent. Il y a des oiseaux qui dansent, qui dansent, qui dansent. Rien n'est plus beau que le chant du merle. Rien n'est plus beau que le chant de l'oiseau. Et tout là-haut, les oiseaux. Dans le jardin de Mélanie, il y a des oiseaux qui dansent. La 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 la, la la, la la. Et on voit la grange avec le fourrage au mi-temps et les charolais de chaque côté et les culards, les gros veaux avec les gros culs bien gras. Parce que les culards, c'est des animaux formidables. Ils sont handicapés parce qu'ils ont des beaux gros culs trop lourds, avec des petites pattes flageolantes qui n'arrivent pas à les porter.
Et ils ont des gros cœurs, ils sont cardiaques. C'est des animaux très doux. Des animaux de compagnie formidables. Et nous, les petits drôles, on passait nos journées avec les culards. Et notre préféré, il s'appelait Prince. Quand il a eu 2 ans, il est parti pour la boucherie. Et quand ma mère est revenue avec les steaks, elle a dit « Aujourd'hui, c'est Prince qu'on mange ». Et nous, on était fiers, émus. C'est formidable de manger ceux qu'on aime. La Déclaration de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 17, instaure la propriété comme un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé. Le but de cette conférence est de montrer que cette notion est archaïque puisque dans le temps du mythe, celui de Caïn et Abel. On nous dit Caïn le sédentaire tue Abel le nomade, je dirais c'est plutôt Caïn l'angoissé qui tue Abel le débonnaire en nous. Car Abel ne redoute pas la vie, il a peu de besoins et gère ses désirs. Ainsi, il est aimé du Père. Caïn est avide et éternellement insatisfait. Cela le rend angoissé et jaloux. Il est incapable de gérer ses désirs. Et toute l'histoire de l'homme moderne est là, dans cette incapacité. Caïn, le bâtisseur de murs, redoute et massacre le nomade. Il s'accapare la terre, le propriétaire tue le locataire, il n'est pas le gardien de son frère, il a jusqu'ici gagné, mais les temps changent. Nous aurions pu évoquer ici la mémoire d'Indiens Kogi ou autres peuples racines, mais nous allons évoquer la mémoire d'autres Indiens dépossédés de leurs terres et beaucoup moins étudiés, les paysans vendéens. 2007, une ferme, la Tignonnière, appelée par les peuples autochtones la Cunère. Ce n'est pas la transamazonienne qui la traverse, mais bien l'autoroute A87. On peut supposer que ceux qui fabriquent cette autoroute ne sont pas des gens de culture, puisqu'ils recouvrent la terre. Ils empêchent donc qu'on la découvre. Quand on défigure, on enlève la figure, on efface la légende du lieu. La parcelle 119, la parcelle 219, la parcelle 1515, appelée traditionnellement la Praille, le Tanché, le Prébourrier, disparaissent. Très sincèrement, quand vous passerez avec votre 4x4 en direction de la mer sur cette autoroute, qui d'entre vous saura que sous cette autoroute, on pouvait trouver le chemin de la Frelatière, qui lui-même dissimulait tous les amours illégitimes du pays, que c'était un lieu d'éducation sexuelle formidable, puisque tous les enfants, en passant devant les voitures garées à la queue leu-leu, découvraient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'amour amortisseur. Le dernier propriétaire de ces terres, un noble dégénéré à l'allure de clochard, mais néanmoins bon zigue, Zacharie Duréau de la Guégonnière, baron de Monty de Rezé, les fermiers locataires le saluent en enlevant leur casquette et en disant « Notre maître ». Les Jolins, derniers propriétaires avant l'autoroute, n'ont jamais possédé la terre. L'ancêtre Aimé aurait pu le faire au moment de la Révolution pour une paire de bœufs gras et une poignée d'assignats. Le dernier fermier, Marius, aurait pu le faire lui au moment de sa retraite pour quasiment rien. Il a refusé prétextant « Bout, vous voulez pas m'emmerder avec ça ?» Maintenant, c'est l'autoroute qui laboure, le reste, zone artisanale de l'Or-en-Bar, propriété du Conseil général de la Vendée, donc de Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Cela reste une terre noble. La Vendée de ces fermiers locataires est une Vendée de la belle ouvrage. Octave, le grand-père, brossait le cul des chatrons et balayait l'air tous les dimanches avant la messe. Fierté des bêtes propres, de la ferme tenue. La sueur déposée sur la terre valait plus que le certificat de propriété. Bon, la sueur a beaucoup dévalué et les revenus du labeur ont beaucoup chuté. Ils se sentaient les derniers représentants d'un monde fait de droits et de devoirs. Derniers représentants d'un monde gardien de la terre, à la façon des communautés indiennes d'Amérique du Nord.
Les Jolins seraient donc des Indiens. Un genre de nomades sédentaires, temporairement locataires sur la terre. Comme les communautés indiennes d'Amérique du Nord, qui se sentaient responsables, gardiennes de la terre, de la nature. Ils furent en général massacrés, ethnocidés par les pionniers pour qui le monde n'est qu'une ressource à exploiter, à posséder, les totamas. Totama. Tout à moi. Et je ne suis jamais rassasié. D'ailleurs, pour les Indiens, cette avidité à posséder le monde était considérée comme une maladie. Je ne résiste pas à vous raconter cette anecdote d'un chef cherokee enfonçant une pelletée de terre dans la bouche d'un Anglais mort. L'Anglais n'est pas fiable. Et il avait tenté de voler la terre de sa tribu. « Chien, puisque tu aimes tant la terre, mange-la. » Il n'y a plus que 10 balles dans mon arc. Il mourra. Ah. Deux soldats qui reviennent de guerre en lambeaux. L'un malin qui voudrait manger le monde, un totama. L'autre qui a vu tellement d'horreurs, qui voudrait retrouver la pureté de l'enfance, quand il pensait qu'on pouvait encore sauver le monde. Il se plaint. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux plus rien voir. Si tu veux, je peux te crever les yeux. Un aveugle est toujours un mage. Et nous irons par les chemins guérir les malheureux par Sainte Abeille et par Sainte Accroupie. Il lui perce les yeux avec des épingles. Quand l'argent est là en quantité, eux qui mendient, le premier l'abandonne sur le chemin, dans la forêt. L'aveugle, apeuré, sentant la nuit, tente de grimper dans un chêne. Il glisse, tombe, se relève, et puis retombe. Il est blessé, il ne peut plus bouger. On s'approche. Une main se pose sur sa peau, empoigne son sexe. On l'enfourche. Il jouit. La femme s'éloigne. Il hurle. Les animaux s'approchent. Un ours, un loup, un renard. Il le dévore. La femme, elle, accouche d'un enfant miraculeux, avec un gros cœur infirme, qui crie mais ne pleure jamais. On l'appelle Bobby. Pendant toute l'enfance, avec Bobby, on n'est qu'un, toujours ensemble au même endroit. Une fois, on est sous la table de la cuisine, en train de regarder les mollets de ma mère qui fait de la tarte aux pommes. Quand elle a fini, elle lève la nappe, elle m'en propose un morceau à moi. Mais pour Bobby, elle veut pas. Elle dit que Bobby, pour de vrai, il n'existe pas. Moi, je pleure. Bobby, lui, il pleure jamais. Ah, la mémé, quand il faut-il. 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 Oh, il faudrait bien une belle robe aussi. Oh, il faudrait bien... T'es rien à Noël.
à côté de la mémé, sur le prie-dieu, devant la crèche qui brille et les rois mages. C'est beau. Il y a même l'ange qui est d'accord quand on lui met 100 sous dans le derrière. Ah, regarde le petit Jésus, il est dans le ciel à cette heure. Et la mémé lui fait voir le petit Jésus dans le ciel, sur le nuage. Mais Terrien, à la place du petit Jésus, il voit Bobby, tout nu, sur le nuage, en train de sauver le monde, et il meurt à la fin. Le vendredi à la veillée, Angèle, elle est venue raconter des histoires. Elle a fait la visite de la maison au trésor. C'est la maison qui a brûlé, il en reste plus rien. C'était le capitaine, l'amiral. Il avait ramené des défenses de morse du Grand Nord. Une porte d'Ogon avec le monde sculpté dessus. Un dromadaire empaillé et une moitié de baobab. Et quand elle raconte la maison au trésor, Terrien, il la voit. Il voit même Bobby dans le désert en train de cavaler sur le dromadaire. Le mardi, c'est le tour de l'abbé Sorin, c'est le directeur de conscience de la maison. Il vient chercher des œufs, du lait, du frichti, il se paye sur la bête. Et il raconte les guerres de Vendée, c'est son dada. Les horreurs des colonnes infernales qui massacraient tout et qui prenaient même les grosses dames pour les mettre sur des barbecues de chair humaine géants, où ils faisaient fondre la graisse pour la vendre sur les marchés de Nantes. Et avec la peau, ils faisaient des manteaux pour les bourgeoises. Et il dit que si les géants de Vendée avaient gagné, la France n'aurait pas été vaincue par la Révolution, la barbarie et le communisme. Et Terrien, les barbecues de chair humaine sur les marchés de Nantes, il les voit. Le dimanche matin, pendant la grand-messe, avec Bobby, on frissonne quand les anciens combattants jouent du clairon. J'aime ça quand la musique est forte. J'aime ça quand les costumes brillent. Le dimanche après-midi, Terrien, il va au foot avec son père parce que son père tient la buvette. Terrien, lui, il va sur le banc de touche tout seul parce qu'il joue trop mal au foot. Et il est à côté des mères des joueurs qui regardent les petits gars boutonneux qui cavalent après la ballotte. Et il voit les mères se transformer en Amazones terrifiantes, le sein coupé, en train de tirer des flèches empoisonnées sur les ennemis qui voulant pénétrer le terrain et leur flanquer une balle. Casse-lui une jambe, le court plus vite que toi! La mère aime son fils. Et tous les dimanches, Terrien, il voit l'équipe se faire battre. Et tous les dimanches, c'est Bobby qui sauve l'équipe. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de l'importance de ça. Bon, dans le 16e et puis autour, il n'y a pas beaucoup d'équipes à sauver, hein, là. Mais bon, c'est comme si Bobby, il arrivait pendant la Coupe du Monde de foot et qui sauvait la France de la défaite contre l'Italie. Jésus, t'as Pokémon Terrazzi, le Togaro Chénor, il arrive. Et Bobby qui arrive sur le terrain avec l'abbé Sorin qui met son short avec le goupillon, le père qui est à la buvette derrière et puis tout le monde qui fait Bobby, Bobby, Bobby. Abidal qui passe la balade, il repasse 1, il repasse 2, 3, 4, 5, on me dit que c'est à moi. La mère qui est sur le banc des soigneurs avec une peau de lapin à la main. Casse-lui une jambe, le corps plus vite que toi. Il arrive tout seul devant la grande sagaille des bouffonnes, un petit pont. Aïe aïe, les Dolomus. Formidable, beaucoup mieux que Maradona pendant la Coupe du Monde contre l'Angleterre. C'est magnifique, c'est magnifique. Et Materazzi qui revient vers moi. Et Materazzi qui me poque. Oh, monte au cœur, il mourt. Et il sauve le monde, il sauve la France, et il meurt à la fin. Ah!
Terrien, il vit dans la Vendée des années obscures. Très obscures. Les années 60. Très obscures. Bon, maintenant, tout le monde le sait, la Vendée, c'est un peuple civilisé. Il y a des lampadaires, des autoroutes, mais à l'époque, très obscur. Surtout avec les voisins. Le père Poteuil, la même Hélène, là, elle le disait. Le père Poteuil, le voisin, très obscur. Il lisait des mauvais livres. Des livres de magie noire. Le grand Albert et le petit Albert. C'est des livres qui brûlent pas. Même que l'abbé Saurin, il avait été obligé de le sceller dans le ciment du calvaire parce que ça brûle pas. Et le père Poteuil, lui, quand il lisait ça, il se transformait en petit goré. Et la mémé Hélène, elle l'a vu. Il était dans le jardin en train de ramasser nos patates. Puis à un moment, il ouait le petit goré. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, ce petit goré? Il prend ma pielle, un grand coup sur la tête de petit goré. Par dedans! Le lendemain, le père Poteuil, il avait plein de pansements, plein de sang partout sur la tête. Il aurait tapé plus fort et ben, elle serait mort. Bon, la génération d'après, c'était la génération de mes parents. C'était quand même beaucoup moins superstitieux. Quoique ma mère, parce qu'un peu plus tard, j'étais jeune et fou, je mélangeais l'alcool avec le Temesta. J'ai eu un accident d'auto, je me suis cassé la boulette du genou. Puis je sors de l'hôpital, ma mère n'avait pas confiance du tout, elle dit « Attends, il va aller tuer un petit lapin. » Pouf! La peau de lapin toute chaude, sur la boulette du genou, en dessous de la culotte de pyjama. Tu verras demain, t'auras peu mal. Qu'est-ce que vous pensez de ma mère? Je sens une compassion aigre. Bon, vous vous dites, oula, hein, ça vient de loin, c'est très obscur. Bon, alors pour vous rassurer, c'était il y a très longtemps, et puis c'était pas tout à fait en France. En plus, remarquons tous et toutes le chemin parcouru depuis avec beaucoup de sérénité. C'est vrai que nous avons cette chance de vivre dans un pays cartésien, rationnel. Nous avons réalisé cette espèce d'harmonie entre le citoyen et ses croyances. Nous avons, pendant ces années, éradiqué tout ce qui était paganisme, superstition, croyances mauvaises. Nous, avec la science comme garde-fou, on ne peut plus croire n'importe quoi. J'ai l'impression que vous vous dites, c'est pas si net que ça. Bon, alors, c'est vrai que quand on y regarde d'un peu plus près, ça en fait un paquet de monde, religieux ou pas, qui fait sa soupe de croyances, embrassant de la science périphérique, de la religion antique, un petit peu de bouddhisme, un petit peu de chamanisme, un peu de voyance, d'astrologie, de numérologie, et hop! Pas nous. On peut toujours nier. Mais est-ce qu'on peut échapper à cette question-là? Est-ce qu'on n'attend pas tous cette révélation individuelle qui pourrait donner un sens à nos vies? C'est fou comme notre siècle ressemble au deuxième siècle romain, le siècle de Trajan. C'était un siècle grec, donc dénué de toute superstition, un siècle technique par excellence, rationnel. Et pourtant, on s'est pris de passion à la même époque d'une manière totalement irraisonnée pour tout ce qui était prêtre égyptien, mage, chaldéen. Et c'est là qu'ont été écrits la plupart des manuels qui font encore référence aujourd'hui en alchimie, en astrologie, en magie, hermétisme, Hermès, Trismégiste, Thoth Hermès. Dans ce facsimilé, c'est un facsimilé, d'un papyrus magique grec, écrit donc au IIe siècle romain, on trouve cette invocation pour réussir une lychnomancie, art divinatoire qui permet de lire l'avenir dans la bougie. Viens à moi, esprit qui vole à travers les airs,
toi que j'appelle par des symboles et des noms ineffables, viens dans cette lychnomancie que j'opère et entre dans l'âme de cet enfant. Bon, ça, c'est de la magie pour rire, avec des effets spéciaux à 2 centimes. Mais on le sait bien tous, il faut toujours un peu d'émotion pour aider les gens à croire. N'empêche qu'on trouve cette invocation, mot pour mot, dans les cabinets, dans les sites de voyance contemporains, parce qu'il n'y a rien de plus conservateur que la magie. D'un autre côté, il n'y a rien de plus magicien qu'un conservateur. On a juste changé la bougie, parce que c'est pas sûr, à cause des courants d'air, par le lampadaire. C'est la lampadomancie. L'art de lire l'avenir dans le lampadaire. Donc on prend un lampadaire, bien droit, on l'allume et on voit l'avenir tout clair, tout lumineux. Par contre, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de lampadaires partout? Vous avez remarqué ça? À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Mais bien sûr, mais parce que plus il y a de lampadaires, et moins on peut voir clair l'avenir. Ça fait partie du complot. Du fameux complot mondial. Pour s'accaparer nos avenirs, pour brouiller nos esprits, il faut faire comme moi. Militer pour le retour à la nuit. Parce que c'est toujours au plus profond de la nuit qu'on voit poindre la lumière, le phare, le lampadaire qui éclaire notre chemin. Le FLV vaincra, le FLV vaincra, le Front de libération de la Vendée au pouvoir, le Front de libération de la Vendée. Expulsez les nobles, redonnez les terres aux petits paysans, dignité pour les opprimés. Notre patois est une langue. Non, maman, lâche-moi la chemise. Non, maman, j'en veux pas de tarte aux pommes. Non, maman, laisse-moi finir la manifestation. Non, je veux plus y aller à la messe. T'as qu'à y aller, toi. Continuer à courir après les curés qui léchant le cul des gros, qui vous baisant depuis nos générations. Oh, t'es rien. On te faisait plus rire avant. On joue? I, te, le, a, I, veut, le, a. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Les pronoms personnels en poids de vin. Terrien, tout seul au club méditerranéen de Jars-sur-Mer. Terrien, tout seul, en train de donner son premier cours de patois pour l'intégration des touristes. Mesdames et messieurs, merci. Nous nous présentons. Nous sommes un groupe d'éducation populaire qui fait l'inventaire de l'histoire des petits qui n'en ont pas. Pour leur donner une voix. C'est un mouvement qui vient du sud des Deux-Sèvres, des protestants de gauche, qui dit défendre ces mots pour résister au monde marchand qui standardise pour mieux manipuler. Donner envie à nos descendants de défendre leur singularité, non pour s'enfermer derrière les murs de l'authenticité, mais pour mieux s'ouvrir vers le monde. Nous allons commencer par le I. Le I qui veut dire à la fois je et nous. C'est le verbe qui suit qui détermine si c'est je ou si c'est la collectivité qui fait. Il fait, ils faisons. Il chante, ils chantons. Il garoche, ils garochons. Le I, droit comme l'arbre qui relie le ciel et la terre, droit comme l'homme seul sur la terre avec le monde autour de lui. Et quand il se retourne, il est seul sur la terre avec plus personne autour de lui. Oh,
terrien, et long, et chiant, et normal que le monde s'en allant. Au fond, il y a juste un homme, la quarantaine, très élégant. C'est formidable de voir un homme jeune comme vous, à peine adulte, en train de défendre sa culture, son identité. J'ai une question cependant. Vous dites le « i » veut dire à la fois « je » et « nous ». Mais sans doute dans la tradition, le « i » laisse-t-il beaucoup d'espace au « nous ». Laisse-t-il une véritable place au « je ». Et là, Terrien pense à sa mère, avec son grand trou noir à la place du « je ». Elle qui a tellement peu d'estime pour elle, qu'elle a toujours tout fait pour les autres, jamais rien pour elle-même. Ben oui, Yvorin. Avec Bobby, on aime les histoires, on a besoin des histoires. Alors, comme il n'y a plus de veillée à la fin des années 70, on va chez les vieux pour en apprendre. Parce que Bobby, il comprend les animaux et les vieux. Et on va chez Angèle quand son mari n'est pas là. Parce que son mari, c'est un ancien de la guerre 14-18, un peu gazé, puis un peu ronchon, qui n'aime pas les histoires. Beauté de conneries, ça les compte, tu comprends? Et de conneries, ça les compte, tu comprends? Bon, quand il est là, on est obligé de le suivre à la cave. Ça, il aime beaucoup. Il nous fait boire du Noah. C'est un vin qui donne des ivresses particulières. Et Terrien, il boit comme deux, mais c'est toujours Bobby qui chante à la fin. Ah, si je chante dans les cieux, je crierai vive les heureux. Angèle, elle est pleine d'histoires. Elle raconte les gants en peau de poux, le renard qui pleure et le petit boucau. Et elle rit toujours aux mêmes endroits. On avait un petit boucau, et était un petit boucau qui jouait tout le temps. Le jouait tout le temps. Le jouait, le jouait, le jouait, le jouait, le jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment, les géants l'ont mis en passant que le petit boucau le joue tout le temps. Donc à un moment, les géants l'ont fait un piège au petit boucau. Et puis dans un champ de caborne, l'ont mis d'eau jouer, l'ont mis un rouet, un miroir, une paume, un petit peloton de laine, puis l'ont déploté le petit peloton de laine, déploté, 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 déploté. Puis à un moment, le petit boucau l'a vu le petit peloton, il a dit, il va le suivre, le petit peloton. Puis il a suivi le petit peloton de laine jusqu'au champ de caborne. Et puis quand il est arrivé devant le chagne, eh bien les géants l'ont tué le petit boucau. Puis ils ont commencé à le couper, les bras, les jambes, l'ont tout coupé en morceaux. Puis ils ont juste laissé le petit cœur qui daltait, qui daltait, qui daltait. Puis ils l'ont posé le petit cœur sur la terre. Puis le restant, l'ont tout mis ça dans le chaudron pour le faire bouilloter. Et puis au-dessus, n'avait la fée. Puis la fée, quand elle a vu ça, elle a dit, mais quand même, bah, je fais pas ça. Puis elle a fait une éloige dans le ciel, qui a tué les géants. Puis quand elle est arrivée, elle a trouvé le petit cœur qui daltait, qui daltait. Puis elle l'a mis dans le chaudron pour faire revenir le petit boucau vivant. Puis quand le petit boucau a été revenu vivant, eh bien, elle se remettait à jouer. Puis le jouer, puis le jouer, puis le jouer. Puis titi, le conte est fini. Ah, c'est formidable, Angèle, ce que tu racontes. C'est de la mythologie. C'est grec. Le petit boucau, c'est le dieu bouc. C'est Dionysos, c'est le dieu qu'on découpe en morceaux, qu'on met dans le chaudron, puis qui revient toujours vivant, qui ne peut pas mourir. C'est grec. Ah oui. Oh, Terrien, arrête donc de faire l'intéressant avec tes Grecs. Tu sais bien qu'il y a toujours les mêmes histoires qu'on raconte depuis le début d'Autan, puis qu'on racontera jusqu'à la fin d'Autan. Et puis le renard qui pleurait, l'a dit à l'aveugle, faut se passer la mouche sur les ailes, faut se passer la mouche sur les ailes.
Et puis l'aveugle se passe la mouche sur les ailes. Et puis il a commencé à voir, l'aveugle. Et puis il s'est mis à marcher pour aller guérir la princesse qui était pleine de crapauds. Et Terrien, il lit aussi la mythologie, l'histoire du prêtre Aaron qui choisit 2 boucs, un qu'on sacrifie immédiatement et l'autre qu'on charge de toutes les angoisses, de toutes les peurs et qu'on garroche dans le désert, le bouc émissaire. Terrien, il danse des danses folkloriques pour draguer les drôlesses et il fait pousser la meilleure herbe du pays dans le maïs de son père gonflé aux hormones. Oh, Terrien, olé, quand tu la fumes, t'es pas benaise. On a l'impression que le monde entier est contre toi. Terrien, il lui déclame des discours de Gandhi pendant les bagarres des bals publics et il fait la morale à son père sur son tas d'ensilage en lui rabâchant les considérations du chef indien Seattle. Papa, tu sais ce que l'a dit le chef indien Seattle? Il a dit que, à force de faire dans son lit, on finira tous par mourir étouffés dans ses bernes, dans ses draps. Oui. Mais faut être con pour faire dans son lit. Mais papa, mais le lit, on veut pas dire le lit. Le lit, on veut dire la terre, on est une image écologique. La terre avec tous les déchets qu'on met dedans, puis qu'on finira tous par mourir étouffés dedans. Oui. Mais s'il y a une écologiste qui vient chier dans mon lit, tu peux être sûr qu'il va y boucher le cru d'au-dessus. Bon, Terrien, il a une nouvelle religion, c'est sa langue, son pays qui est le plus beau du monde. C'est un militant, il y croit. Vous connaissez la dissonance cognitive? Cette faculté qu'ont les humains, quand ils s'engagent, à ne voir plus que ce qui va dans le sens de leur engagement. En religion, en politique ou en amour, c'est pareil. Quand on s'engage, on accroche son idéal sur la réalité et on ne voit plus que ça. C'est l'aveuglement qui va avec la soumission volontaire. Et quand les ombres se rapprochent, plutôt que d'ouvrir les yeux, on redouble d'activité, on s'agite. Vous le savez bien, c'est toujours quand le divorce menace qu'on fait la véranda, un enfant ou une croisière sur le Nil. Bonjour, monsieur Roy. C'est mon prof d'éco, l'abbé Girard, qui m'envoie chez vous parce que vous êtes notaire. Je fais un exposé sur les inégalités, sur l'appropriation des richesses. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est un loup pour l'homme? Est-ce qu'on veut dire que l'homme... On ne peut pas dire que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, parce que le loup est pas con. Parce que le loup, il marque son territoire jusqu'à te pisser sur les genoux, mais il n'est pas vicelard. Alors que l'homme, lui, il vole son frère depuis tout petit. Je le vois bien, je vois passer des testaments. Alors là, il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans une maison pour un testament urgent. Bon, j'arrive dans la maison, je vois l'homme sur le lit en train de geindre. Oh, je me dis, ça doit être le futur mort. Puis il y a une femme à côté, puis derrière une porte, j'entends un chien qui baillote, baïaillot, baïaillot, baïaillot. Bon, j'essaie de prendre le testament rapidement, je suis signé. Marcel Biodot veut donner ma maison à mon frère, Roger Baïaillot, Baïaillot, Baïaillot. Bon, j'entends rien à cause du chien, je vais être obligé de recommencer, je suis signé. Marcel Biodot veut donner ma maison à mon frère, Roger Baïaillot, Baïaillot, Baïaillot. On n'arrivera jamais au bout, je vais être obligé d'ouvrir la porte au chien. J'ouvre la porte au chien, le chien fonce sous le lit, je vois le chien qui ballotte de la couette comme s'il avait l'air content, je baisse la tête, qu'est-ce que je vois? Le vrai mort. Le frère, qui n'était pas sûr d'être couché sur le testament, ben il s'était couché tout seul. Alors, puis, bon, j'ai un ami brocanteur. Bon, un matin, un brocanteur, enfin, un ami, c'est un brocanteur, quoi. Hein. Et alors, il voit arriver un matin un homme qui a une armoire sur le dos. Bon, c'est déjà pas banal. Puis en plus, c'est une armoire qui n'a pas de porte. Bon,
C'est encore moins banal. Alors l'homme, il veut vendre l'armoire très rapidement. Et puis le brocanteur qui a une espèce de montée d'honnêteté, c'est très rare dans cette profession. Voilà. Et donc, il veut pas acheter l'armoire. Mais il finit par l'acheter quand même. Hein. Bon. Et l'après-midi, il voit arriver un homme qui ressemble étrangement à l'homme du matin, on est un peu plus petit, avec 2 portes d'armoire sur le dos. Ben c'était le frère. Ils n'avaient pas réussi à s'entendre, parce que dans les testaments, on coupe même les armoires en 2. Ce qui est important, c'est pas tant de profiter soi-même de l'héritage que d'empêcher l'autre d'en profiter. Ah, je dois vous raconter ça. Ça se passe sur l'île Dieu. Bon, au large de la Vendée. Hein. Et là, il y a 2 retraités. Un riche retraité du Nord, Monsieur Quin, que tout le monde appelle Monsieur Guet-au-Trou, parce qu'il passe ses journées à épier et surtout à envier son voisin, un homme simple et débonnaire, Monsieur Abel, à qui tout semble sourire, et ça c'est insupportable pour Monsieur Quin, parce qu'il a une maison qui a l'air plus ensoleillée que la sienne, il a une femme qui a l'air beaucoup plus ensoleillée que la sienne aussi, il a un chien qui a l'air beaucoup plus humain que le sien, il a même un lapin nain qui a l'air beaucoup plus nain que le sien. C'est insupportable pour lui. Il éprouve pour son voisin un sentiment complexe, né de l'union de 2 contraires qui sont la vénération la plus soumise et la rancune la plus tenace. Et c'est ce sentiment-là que l'on appelle la haine. Et ce matin-là, il a la haine véloce, donc il prend sa vieille bicyclette pour aller vers le vieux château de l'Île-Dieu, et en chemin, il croise la fée de la Gâtine, qui doit avoir une maison secondaire sur l'Île-Dieu, et qui lui dit « Monsieur Quin, vous avez droit à faire un vœu. Il sera exaucé, mais à une condition, votre voisin aura le double. » Ça lui explose le ciboulot. Il passe une nuit de cauchemar absolu en imaginant tout ce que son voisin aura en double. Au petit matin, il a retrouvé un semblant de sérénité. Il va vers le vieux château, il croise la fée de la Gâtine. « Alors, Monsieur Quin, que voulez-vous ?»« Crève-moi un œil. » Dans la deuxième partie de cette conférence, nous allons aborder la propriété absolue usus, fructus et abusus. C'est une notion récente qui fut longtemps l'apanage de Dieu. Par exemple, l'utérus de Marie est la propriété absolue de Dieu. Cette notion se démocratise avec la prise de pouvoir des totamas. Elle nous vient donc des commerçants, des villes, qui obtiennent de leur seigneur le droit de protéger leurs biens, leur commerce. C'est la civilisation. Ce mot civilisation qui pour nous a des relents éthiques et moraux, nous lui opposons la sauvagerie, la barbarie, alors qu'il ne signifie en fait que vivre en ville. Diogène le cynique disait que les premiers hommes s'entassèrent derrière les murs des cités pour fuir la fureur de ceux qui étaient dehors. Et que derrière ces murs, ils se firent tant de mal entre eux qu'on aurait pu croire que c'était là le seul but de cet entassement. Il faut pourtant des murs pour se protéger des hordes de gueux. Comme dit le proverbe suisse, « Les bonnes barrières font les bons voisins ». La propriété absolue va se répandre avec l'industrialisation. Jusqu'alors, les campagnes sont ouvertes à cause des usages. Ramassage du bois mort, glanage, pâturage sur les prés communaux, cela permet à un grand nombre de pauvres de survivre. Puis le prix du bois augmente à cause de l'industrialisation. Les propriétaires contestent le ramassage du bois mort, ils obtiennent un droit de propriété, ramille incluse, comme l'écrit Marx. La terre, ce qu'elle porte et supporte, devient leur propriété absolue. Une propriété où l'on n'a que des droits. Ils ont obtenu un droit quasi divin sur leurs biens puisqu'ils peuvent en user, en abuser, le détruire, la seule limite étant le droit de propriété d'autrui. Au début, on ne peut posséder que des biens matériels, mais maintenant tout peut être possession. Immatériel, virtuel, nanotechnologie, génome humain, l'intérieur, l'extérieur, je suis quasiment possédé. Et puisque ce que je possède me définit, je suis ce que j'ai. De l'autre,
Angèle avait 74 ans quand elle m'a appelé pour régler la succession de son mari qui venait de mourir. Bon, en fait, le seul voyage qu'elle avait fait à ce moment-là, c'était aller à Nantes, passer des examens médicaux à 70 km de chez elle. C'était le seul fois où elle avait voyagé. Bon, c'était des gens ils s'étaient donné beaucoup de mal, ils avaient un peu de bien, parce que je te donnais vraiment du mal pour avoir du bien, d'ailleurs. Ils avaient fait un peu de commerce de bestiaux, ils avaient eu quelques terres, une petite boursaille, ils avaient de l'épargne, pas pour dépenser, hein, mais en cas de besoin, des gens de la sueur. Petite maison basse, une télévision, des canapés, enfin, des livres, pas grand-chose. En fait, le plus grand plaisir d'Angèle, comme elle n'avait pas eu d'enfant, c'était de raconter des histoires aux autres. Et là, il n'y avait plus grand monde pour l'écouter. Angèle, est-ce que vous avez de la descendance? Ben oui, j'ai des neveux. Et est-ce qu'ils viennent souvent vous voir, vos neveux? Ah oui, depuis la mort de mon mari. Et est-ce que vous n'auriez pas envie de vous faire plaisir, Angèle, d'acheter des beaux meubles, de vous faire peut-être une nouvelle maison? Vous avez de l'argent, tant qu'à faire, autant en profiter, autant dépenser votre argent maintenant. Si c'est pas vous qu'en profitez, personne n'en profitera, vraiment. Oh ben non. Et pas dans ma routine. Il n'a pas eu l'habitude de ça. Et puis il serait pas bien. Parce que faut que le monde qu'on a dans la tête le va avec la vraie vie qu'on mène pour de vrai. Autrement, on ne peut pas être heureux. Ah, je me dis qu'il y a de la sagesse là-dedans. Et je pense à tous ces nouveaux riches où c'est pas souvent joli, les gagnants au loto ou les joueurs de football. Je me dis que ça doit être trop difficile de faire aller le petit monde qu'on a dans la tête avec le gros compte en banque qui vous arrive sur les chines d'un coup. Puis en visitant, en faisant le tour de la maison, je vois qu'elle a dans ses rayons de livres, elle a des atlas formidables. J'adore ça, les atlas. Angèle, je pourrais voir vos atlas. Et je vois son regard qui s'illumine. Elle commence à ouvrir les cartes. Et puis avec son doigt, elle suit les cartes du monde comme si elle connaissait le monde par cœur. Elle me fait la traversée le transsibérien en me donnant tout le nom de toutes les gares jusqu'à Vladivostok. Elle me fait la route de la soie qui passe par Samarcande. Elle me décrit les roses du désert d'Atacama qui fleurissent que quand il pleut une fois tous les 10 ans. C'est formidable, Angèle, c'est formidable. Et vous n'auriez pas envie de voyager? Vous n'auriez pas envie d'aller voir le monde? Oh, ben non. Le monde est beaucoup trop grand pour moi. Angèle, vous savez que le monde n'est pas grand? Vous savez que le monde, c'est finalement tout petit. C'est rien. C'est 40 075 km au niveau de l'équateur, c'est 40 007 au niveau des pôles. C'est tout petit, le monde. Angèle, vous savez qu'avec un Concorde, on fait le tour de la Terre en 1 jour et demi. Angèle, vous pourriez faire le tour du monde. Et je vois quelque chose qui a bougé dans son œil. C'est comme si je venais de lui glisser la planète dans sa poche. Et elle se décide non pas à faire un voyage, mais à faire le tour du monde. Mais pas ton idol, Razinai, Atvekenai, Pisselenai. Mais pas ton idol, Razinai, Atvekenai, Pisselenai, Silenai. Le dernier grand moment qu'on a passé avec Bobby, c'est quand on est allé ramasser les champignons magiques sur les pousses de vache, derrière la Macumba, la boîte de nuit. C'est des champignons, quand tu les manges, t'as les yeux qui avancent puis qui reculent. Et paradoxalement, t'as l'impression de beaucoup mieux voir. J'enlève les faces, virer la tête. Tant que t'es pas mort, te fais la fight. Te finira comme Zhao sur job. Boutique et maman failli. Oh les Bob. Oh Bobby, faut pas qu'on reste là. Y'a tous les touristes qui arrivent chez nous. Ils nous bouchent la sortie. Nous on a le dos à la mer et on n'a jamais pris le large. Bobby, faut qu'on s'arrache de là. Faut pas moisir ici. Faut qu'on aille voir le monde. Bobby, moi j'aime ce pays, mais je sais pas quoi faire de lui. Oh, t'es rien. Si tu veux l'abandonner, il va la faire voyager. Vendez, sors de ton cri ou ben dans ta
tu t'en vas. Maman voyager, il passe par Poudierisson pour des histoires pour partir en expédition. Et là il y a les vaches à 1 heure qui disent où c'est que tu t'en vas. Maman voyager, la Vendée s'en va vers le nord, passe devant le Puy du Fou. On veut pas de ça chez nous. Garroche-moi ça dans le 16e. Et la Vendée s'en va, prend le large avec Bobby à la proue, King of the World. Il emmène sa culture au monde. Il parle poids de vin aux marsouins. Il arrive en Chine. Et puis là il y a plein de Chinois. Ils arrêtent tous de parler le mandarin. Ils se mettent tous à parler le poids de vin. Puis quand ils s'en vont, ils sont des millions à Garoué, au bord de la côte, en train de faire Abétou, Abétou, Abétou. Et la Vendée repart vers le nord, s'accroche en haut de l'Amérique, à la baie de Fundy, la baie française, là où les marées sont les plus hautes du monde, puis ils descendent. Puis là, ils voient des Indiens Micmac, à Benaki. Puis ils font des powwows improvisés, des salamalek. Puis Bobby, qui a du savoir-vivre, il leur fait des danses folkloriques. J'aime pas comme chatouille la grenouille, hein. J'aime pas comme chatouille comme ça. J'aime pas comme chatouille la grenouille. J'aime pas comme chatouille comme ça. Et les Indiens, ils comprennent aussitôt parce qu'il y a de la tendresse là-dedans. Il y a de la tendresse. Puis les Vendéens, c'est des gars de la sueur, des gars du savoir-faire. Ils ont déjà asséché les marais poids de vin. Et là, ils se mettent à assécher les polders. Ils gagnent des terres sur la mer. Ils volent pas les territoires de chasse des Indiens. Puis les Indiens, ils sont là, derrière les collines, en train de dire « Fais-nous d'être là de bande là. » Ben, c'est pas des feignants, ça. Puis il y a les femmes indiennes qui arrivent. Et puis elles, ça fait longtemps qu'elles ont compris que le plaisir était la base de l'évolution de l'humanité. Alors que les femmes occidentales, elles ont eu le kiki tellement serré par la religion pendant plus de 20 siècles qu'elles ont même plus de kiki. Et ils offrent des fleurs aux femmes. Et ça se mélange de bonheur. Et Bobby, il est mort de rire, il a sauvé la Vendée. Ah. Pour nombre d'entre vous, ce n'est qu'un délire hallucinatoire. Mais pour clore cette conférence, je dois vous préciser que non. C'est bien une réalité historique, cette construction de l'Acadie, un exemple rare et réussi d'acculturation, mélange harmonieux de deux cultures qui se reconnaissent et se font grandir. En 1755, au moment de la déportation des Acadiens par les Anglais, l'anglais n'est pas fiable, c'est le grand dérangement, le curé Maillard, un chroniqueur, notait qu'une génération de plus, et l'on n'aurait pas pu distinguer les colons des Indiens. Ils avaient réussi cette mixité si difficile. Ils avaient réussi à vivre ensemble, malgré leurs différences et malgré la nécessité de partager la terre. Ils ont fait cela. Il est donc possible de faire un monde où les hommes se reconnaissent et vivent ensemble, oubliant leur peur et la barbarie qu'elles génèrent. L'humanité aujourd'hui doit réapprendre cela. Pendant plus de 2 siècles, la propriété absolue s'est imposée, rognant partout les droits d'usage. Mais ceux-ci, aujourd'hui, prennent leur revanche. La propriété absolue est liée à l'abondance, à la disposition sans limite des biens. Ce temps est révolu. L'âge de la pénurie revient. Le pétrole se tarit. Il sera un bien rare en 2050. La banquise fond. Les eaux rongent les côtes. L'air devient de plus en plus chaud et irrespirable. Les bancs de poissons s'épuisent. La preuve est faite que nous ne pouvons être éternellement maîtres et possesseurs de la nature. Mesdames et messieurs,
la planète et l'ensemble de ses richesses, qu'elles soient minérales, végétales ou animales, devraient être considérées comme le patrimoine commun et indivis de l'humanité tout entière présente et à venir. Toute appropriation privative de ces richesses devient illégitime. Tout en plus, peut-il être reconnu à toute ou partie de l'humanité un droit d'usage sur une partie de ces richesses, à condition que cet usage ne soit pas préjudiciable à l'humanité présente et future? Oui, mes frères, dès ce soir, nous allons nous unir pour bâtir un nouveau monde équitable et responsable. Non, maman, lâche-moi la chemise. Non, maman, j'en veux pas de tarte aux pommes. Non, maman, je ne vais pas venir manger avec vous. Oui, je suis invité chez mes nouveaux amis. Ouais, c'est comme une nouvelle famille, mais en mieux. Là-bas, même les vieux sont jeunes. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Que quand les écologistes seront au pouvoir, on pourra tous se faire un deuxième trou au cul pour le tri sélectif? Ouais, c'est fin. Ouais, ça m'étonne pas de lui, c'est délicat. Oui, maman, on va déménager dans le sud, ouais, pis. Ouais, pis. On va déménager dans le sud, ouais, pis. On voyage pas pour le plaisir, on est con, mais pas à ce point. Non, ça tu peux pas comprendre, c'est du Beckett. Mais maman, mais à un moment donné, la maison, faut la quitter. La maison, faut pas que ce soit une carapace qui te protège des autres. Tu comprends ça? La maison, faut que ce soit un nid pour s'envoler vers le monde. Ça, si tu veux savoir, c'est du Bachelard. Oh, Terrien. À cette heure, tu parles drôlement bien. Adieu, Bobby. Adieu, Terrien. À ce moment-là, on était déjà séparés, dissociés. C'est difficile de rester un toute une vie. La tendance est plutôt au divorce généralisé de soi-même. Terrien m'a laissé parce qu'il trouvait qu'il ne grandissait pas. Alors, il me suit enfoui en lui. Il continue à jouer, à me promener dans les souterrains d'histoire. Bobby, lui, il n'a plus que la lumière des histoires pour l'éclairer. Un feu, des ombres, des Indiens enfouis comme lui, des petits gars boutonneux qui cavalent après une ballotte, un abbé avec un goupillon tourette sous la jupe, la Vendée échouée avec les survivants dégénérés qui se mangent entre eux, une conférence sur le patois avec un homme, la quarantaine, très élégant, qui vient vers Bobby, qui parle. Et il parle tellement bien, Bobby est fasciné. Ça lui ouvre sa tête de légende, ça y pose des lampadaires. Et il le suit comme un petit boucau impressionné. On se connaît ? J'étais à la conférence sur le patois. J'ai posé la question sur le « i ». Et toi, que fais-tu là? Avant, il sauvait le monde. Maintenant, il peut plus. Terrien m'a abandonné. Avant, Terrien me prêtait sa peau, sa bouche, ses mots. Une voix sans corps. Oh, elle n'existe pas. Terrien, il est sur le chemin. Il cherche quelque chose de plus grand que lui. Il cherche le Graal. Il a besoin de toi. Tu es le vieil homme en lui. Tu peux et tu dois l'aider. Le Graal est caché dans ce passage entre la mort et la vie. Seul le plus humble
peut revenir, sinon la mort le happe. Tu dois emprunter ce passage. À ce moment-là, grâce à toi, pour tes riens, le château du Graal ouvrira ses portes et le roi pécheur l'attendra. Suis-moi. Avec Aaron, son nouvel ami, Bobby débouche dans une belle histoire. Un manoir, des fontaines, un mur qui protège d'une immense forêt, des gens qui semblent épanouis. Tu vois, eux aussi servent le monde. Oh, Bobby, Aaron nous a tellement parlé de toi. Sois le bienvenu, accueilli, adopté. Il est le roi de la soirée. Tous viennent le voir. Aaron lui présente chaque personne. Et chacun vient lui dire un secret, une angoisse, des choses bizarres, des choses drôles. J'ai envie que ma mère meure. Mon mari est sourd. Quand je jouis, je hurle le nom de mon premier amour. À la nuit tombée, on allume des flambeaux, des lampadaires. La musique est forte. Il aime ça quand la musique est forte. Il aime ça quand les costumes brillent. C'est beau. Pendant le repas, tous mangent en silence. On sert un magnifique civet. La femme qui sert Bobby s'appelle Catherine. Elle est assez jolie. En le servant, elle effleure sa cuisse. Il en conçoit un vif émoi. Il reste même un peu Bobby, le Bobby. Après le banquet, Catherine me prend par la main. Elle m'emmène au pied d'un chêne caborne. Elle se déshabille, Catherine. Elle met sa main sur ma peau, sa bouche sur mon sexe. C'est bon. M'enfourche. Il jouit, à part, et je suis vivant. Il est temps d'aller dormir. Demain, il y a la chasse. La chasse? Non, pas toi, Bobby. Toi, tu ne chasses pas. Avec l'agence de voyage, Maître Roy, le notaire, il a préparé un tour du monde aux petits oignons pour Angèle. Et il vient la chercher. Elle est là dans la place, immobile, au mi-temps de ses malles. Quand il entre, elle va vers l'armoire. Elle sort des draps. Et ensemble, ils mettent les draps sur les meubles, la télévision, le canapé, le lit. Elle part pour si longtemps. Sur l'autoroute en direction de l'aéroport, il s'arrête sur l'aire d'autoroute du chêne Caborne. Angèle y croise Terrien, enthousiaste. Il part habiter dans une communauté dans le sud. Il continue à courir après ses grands rêves communautaires. Là, il est dans une quête beaucoup plus mystique. Il aurait pu aller dans un ashram en Inde. Il a échappé à la fraternité blanche qui prie en bulgare en brassant du yaourt. Il aurait pu aller en maçonnerie. Non, là, il préfère jouer aux Templiers, aux Chevaliers. Il cherche le Graal. Il fait des rituels en robe blanche dans une société secrète. Pour ça, il a renoncé à ses racines, à sa famille, pour en trouver une plus vraie. Il y croit. Angèle, tu comprends? On ne peut pas garder cette conscience du Néandertal si on veut changer le reste du monde. Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui se changent d'abord pour que le monde suive. Non, souris pas, Angèle. On fait quelque chose d'important. Dans un monde où la mort est un chasseur, il n'y a temps ni pour regret ni pour doute, il y a juste temps de décider. Ça, si tu veux savoir, Angèle, c'est du Castaneda. Eh bien, nous, malgré les chasseurs, nous, c'est pas une carapace pour se protéger des autres. Nous, c'est un nid pour que s'envole une nouvelle humanité.
Elle aussi, elle part pour un si long voyage. Elle monte sur le bateau pour faire la croisière en Méditerranée. Puis après, elle va embarquer sur le transsibérien. Elle veut voir les ours polaires, les loups du Caucase, les renards de Chine, et puis visiter Samarcande. Elle monte sur les éléphants d'Asie, s'enfonce dans les plus belles forêts du monde. On l'attend à l'aéroport de Hong Kong, dans la gare perdue de Cusco, dans les ports d'Adélaïde, de Zanzibar. On l'accote dans sa marche, on lui porte ses malles. Et elle, toujours le même rituel, elle achète la plus belle carte postale du lieu, avec toujours le plus beau timbre. C'est Catherine qui a été choisie. Je suis très heureuse, très émue, Bobby, d'avoir été choisie pour te vider de ton sang. Son tortola, ça peut de ma. Toi qui peux faire rien, faut qu'il court, faut qu'il court. Bobby dos au mur, avec son sac. Devant lui, Aaron, son ami habillé en chasseur comme tous les autres, hommes, femmes, qui sourit, qui sourit. Bobby, quand nous t'aurons rattrapé, ton cœur et le dessus de tes épaules seront pour Joseph le président. Ton sexe ira à la doyenne. Et pour tes restes, ils nous réuniront autour d'un magnifique civet comme celui que nous avons partagé hier au soir. Nous t'aimons, sache-le. Tu es notre élu. Nous n'aurions pu faire cela avec n'importe qui. Il fallait pouvoir te confier nos secrets, nos angoisses, pour nous purifier à nouveau. Il est temps d'y aller. Nous t'aimons. C'est important de manger ceux qu'on aime. Bobby part comme une fusée, escalade le mur, descend de l'autre côté. Il court, il court, il court dans la forêt sombre. Ses gros signes le visage, tombe, se relève. Son gros cœur cogne, son gros cœur infirme. Il ne pleure pas, il ne pleure jamais. Il s'enfonce dans les taillis de plus en plus touffus, dans la forêt de plus en plus obscure. La forêt est déserte, pas un animal, comme si toutes les bêtes avaient déjà été décimées par les chasseurs. C'est moi le culard! C'est moi le culard! Ils vont me rattraper, ils vont me manger. C'est moi le culard! Ils vont me rattraper! Ils vont me manger! Et on entend les chasseurs pas loin, cachés dans le noir absolu. Un chêne caborne. Il entend des animaux qui rient. Un loup, un ours, un renard. Le fêtant là à un anniversaire. Il a presque 20 ans, l'on mangeait là un homme blessé et aveugle. Après cela, leur esprit s'est ouvert. Les chasseurs se rapprochent. Le renard pleure. Il dit à Bobby, « Il faut que tu lui ouvres les yeux. Il faut que tu vois. Comment faire pour voir? Passe-toi la mousse de l'arbre sur les yeux, mais tu dois pleurer. Il pleure jamais. Alors on doit t'aider. » Les chasseurs se rapprochent. Ils voient les animaux qui s'avancent. Ils les tuent. Ils passent devant l'arbre. Ils cherchent Bobby, mais ne le trouvent pas encore.
Ils passent leur chemin, bobissant les animaux morts, ils pleurent, se passent la mousse sur les yeux, ses yeux s'ouvrent. Terrien! Terrien! Y voit! On ne fait plus qu'un à nouveau, ensemble. Y voit à travers tes yeux. Les hommes en cap, un rituel, une cérémonie, on joue. L'homme qui parle, la voix qui siffle, un serpent, il veut t'embijoler. Il entend les mots, fin des temps, transit, emmener les enfants. Ils sentent du danger. Oh les chasseurs sous les capes. Terrien, terrien, sors de ton cru, ou ben on te sera perdu. Si les cabounis, les cabounis, les cabounia, plum choum, bambina. Si les cabounis, les cabounis, les cabounia, Rafia Mustapha. Terrien est aux anges. Il est dans la lumière éblouissante, dans le cercle, dans l'unité, multiple dans la forme, un en essence, dans la joie vraie de celui qui sert le monde. Les hommes en cap, la voix qui tourne, nouvelle humanité, fin des temps, transit, emmener les enfants. Il entend la voix à nouveau, celle qui résonne avec ses entrailles. Terrien part comme une fusée, escalade le mur, descend de l'autre côté. Il court, il court, il court, il court dans la forêt. Il arrive devant l'arbre, il voit les animaux morts et le petit cœur de Bobby qui dalte. Les chasseurs l'ont emporté, ils l'ont mangé. L'enfant est mort, il est trop tard. Et toi, tu n'as plus de cœur, plus de peau. Ça n'aurait pas dû exister. Tu as tellement rêvé de sauver le monde. Sans plus attendre, l'un des faits divers les plus inimaginables de ces dernières années, la mort en Suisse d'une cinquantaine de membres d'une secte intitulée l'Ordre du Temple solaire. Les victimes, parmi elles des enfants, seraient d'origine canadienne, française et suisse. Terrien hurle dans la forêt. Il entend, mais il ne veut pas voir. C'est impossible. C'était des gens de l'amour. Ce n'est pas vrai. On les a assassinés. Les médias disent n'importe quoi. Il y a un complot là-dessous. Tu trembles, Terrien. Tu trembles. Et la mousse t'ouvre les yeux enfin. Et tu vois la vérité. Pas un conte, pas une histoire. Les faits, la vérité toute sèche. Un délire de malade qu'envoie même un couple au Canada pour tuer l'antéchrist, un enfant de 3 mois. Ils ont égorgé les parents, empalé l'enfant, un pieu dans la poitrine. Pas un jeu pour de rire, un rite pour de vrai. Des gens gentils, tu les connaissais, Terrien, tu les connaissais, tu es responsable de tes actes, tu n'as rien voulu entendre, et moi, Imour. Marcher droit devant à l'aveugle,
se perdre pour pouvoir se retrouver. Marcher, ne jamais s'arrêter pour ne pas tomber en morceaux. Et au bout d'un long tunnel, la boîte aux lettres de Terrien. Et des dizaines de cartes postales qui tombent comme une pluie chaude de mots, les mots d'Angèle. Comme si elle avait toujours su. Les histoires sont ses enfants. Quand ils sont malades, elle les soigne. Elle prend Terrien dans ses bras, dans ses mots, les mots du monde, les mots écrits avec la langue précieuse de l'école. Elle le console, l'embrasse, le berce. Et il pleure dans sa dorne pendant des mois, les yeux comme des fontaines. Pendant longtemps, tu te diras que tu as tué ton frère. Tu auras aussi la certitude d'avoir perdu ton père et ta mère. Tu seras sans cœur. Tu vas errer, tu seras nomade à ton tour, sans terre pour tes larmes. Et tu les croiseras, les chasseurs encore. Et tu verras la banalité du mal. Et puis un jour, peut-être aujourd'hui, tu poseras ton sac, t'entendras le petit cœur de Bobby qui dalte, tu le mettras dans le chaudron et il te parlera. Cet enfant en toi ne peut pas mourir. Il te dira qu'il faut vivre de plein pied, de pleine chair parmi les hommes, sans te contenter de passer parmi eux. Il te parlera du cœur des hommes et tu comprendras que c'est là qu'est le monde. Je suis venu chez vous et j'ai pris les meilleures terres, le territoire le plus large, avec vue sur les terriens en plus. Pour Terrien, pour Bobby, ensemble à nouveau, au mi-temps de vous. Ils jouent, ils jouent. À raconter des histoires pour que le monde ne disparaisse pas, à raconter des histoires pour garder les yeux ouverts, comme dirait Angèle. Faut que l'aveugle laisse pas sa mousse sur les ailes. Et l'aveugle se met à marcher, à force de marcher, on fait tout plein de chemins. Et cric et crac, j'ai la clé dans mon sac. Et elle rit toujours aux mêmes endroits, comme si du chaudron de ses mots renaissait l'enfant. Encore, et encore. Et moi je souris, comme un homme qui regarde la mer, éclaboussé par la houle, heureux comme un enfant qui joue à sauver le monde, et malheureux comme un adulte qui n'a pas réussi à le faire.